Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Kiosque, votre magazine culturel sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 13 janvier. Dimanche 10 janvier, Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait l'écrivain au succès planétaire Anatode. Téléchargé plus d'1 milliard de fois sur Internet pour sa saga After, cette jeune américaine de 26 ans venait dédicacer son dernier livre Before, sorti jeudi en France. En écho au festival d'Angoulême, le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines organise la BD dans tous ses états du 13 au 30 janvier. Julien Omnes, responsable de l'espace BD de la médiathèque Jacques Brel de Manille-les-Hameaux, est en plateau pour nous en parler. L'architecture moderne de Saint-Quentin-en-Yvelines et sa mise en lumière naturelle attire les réalisateurs pour tourner films d'action et films d'auteur. À l'image de Xavier Seignaud et Julien Seri, nous recevrons en plateau dans quelques instants l'équipe de Xavier Seignaud. On commence tout de suite avec un événement qui a attiré les jeunes filles par centaines et de par toute la France. Dimanche dernier, 10 janvier, à Saint-Quentin-en-Yvelines, la séance de dédicace d'Anatode pour sa nouvelle saga Before, sortie jeudi en France, image de Patrick Jacques de Dixmude. Elles sont jeunes, voire très jeunes, passionnées par les histoires d'amour et surtout, elles sont venues par centaines rencontrer l'écrivain phénomène de l'Ohio, Anatode. Elle se trouvait dimanche 10 janvier au carrefour de Saint-Quentin-en-Yvelines pour dédicacer sa nouvelle saga Before, sortie jeudi en France. Ça fait 1 an que j'attendais ça et c'est beaucoup d'émotions. J'aimerais être écrivain comme elle et du coup c'était vraiment important pour moi. Je la suivrai jusqu'au bout. C'est vraiment mon moment préféré, ça me permet de sentir l'intérêt que les gens me portent. Beaucoup de personnes sont venues, leur présence est vraiment incroyable pour moi. À seulement 26 ans, Anatode a déjà été traduite en 34 langues pour sa précédente saga After, téléchargée plus d'1 milliard de fois sur Wattpad, la plateforme communautaire de partage de récits. Le secret de ce succès planétaire, une étudiante modèle, un mauvais garçon, une histoire d'amour à laquelle on s'identifie facilement. J'ai adoré son roman et que il y a tout dedans, il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a des trahisons, c'est génial, tout ce que j'aime. Et elle est incroyable, elle est très proche de nous et on a l'impression qu'elle nous comprend. Les fans disent qu'ils aiment mes livres ou même qu'ils m'aiment. Et même cela leur donne envie d'écrire, mais la plupart du temps, ils aiment mes livres, donc ils lisent plus. Après Before, Anatode a pour objet d'écrire 2 autres livres avec les personnages de la série After, de quoi contenter ses nombreuses lectrices qui pourront à nouveau intervenir dans l'écriture des romans sur les plateformes de partage. En littérature toujours, Jean Jaguy, écrivain et arcisien, vient de publier aux éditions internet Publibook son premier thriller, Sauve-nous trop tard, l'histoire d'un homme plongé dans le coma, victime d'un accident de voiture, qui finit par se réveiller sans savoir si tout ce qu'il a entendu appartient au rêve ou à la réalité, une écriture nerveuse empruntée au cinéma, l'une de ses passions. Des chapitres courts, des phrases courtes, des phrases assez rapides, ce qui a fait dire effectivement que mon écriture était empruntée au cinéma, puisque je suis un très grand fan de cinéma. Quand j'étais plus jeune, je suis encore jeune j'espère, j'y allais jusqu'à 2 à 3 fois par semaine. Donc beaucoup d'action, beaucoup de rapide, essayer de ne pas perdre de temps, pas trop de descriptions non plus. Et la particularité, j'ai eu un écho d'une lectrice qui m'a dit on est en train de lire un film. Il y a un travail énorme, ce n'est pas non plus parce qu'il y a du travail, mais il y a beaucoup de recherches. Il y a eu un meilleur entourage pour mes corrections. Et vous n'êtes pas sans le savoir, la 4e édition du festival d'Angoulême approche à grands pas. Ce sera du 28 au 31 janvier prochain. Alors pour tous les passionnés qui ne pourraient s'y rendre, le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines organise la BD dans tous ses états du 13 au 30 janvier prochain. En plateau avec nous, Julien Omnes, vous êtes immédiathécaire et responsable de l'espace BD de la médiathèque Jacques Brel de Manille-les-Hameaux. Bonsoir. Alors vous avez dû suivre un petit peu la polémique autour justement du festival d'Angoulême cette année. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est compliqué, c'était évitable. Surtout en ce moment, il y a de plus en plus d'auteurs femmes. C'est assez étrange en fait, c'est assez étrange. Ouais. Vous trouvez que c'est une bonne chose quand même, la multiplication des auteurs femmes ? Il n'y a pas de raison qu'il y ait... Vous avez tout dit, il n'y a pas de raison. Elles sont très très visibles sur les réseaux sociaux. De plus en plus avec des grands noms hommes, donc oui, effectivement, vous avez tout dit. Ouais. À partir du moment où elles sont compétentes... Voilà. Le milieu doit s'ouvrir. Alors je le disais tout à l'heure, Julie Omnes, vous êtes immédiathécaire. Qu'est-ce qu'un immédiathécaire ?
Un immédiathécaire, eh bien, historiquement, le métier, c'est bibliothécaire. Ça fait bien 20 ans maintenant qu'on parle de médiathécaire. On s'est ouvert aux différents médias, plus uniquement le livre, DVD, CD, etc. L'immédiathécaire, aujourd'hui, c'est le médiathécaire du 21e siècle, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des collections en vrai, en dur, mais aussi sur Internet, tout simplement, dématérialisé. D'accord. Donc vous êtes immédiathécaire, mais avec une spécialité, celle de la BD, que vous mettez en place, que vous organisez, c'est ça, à la médiathèque Jacques Brel de Magny-les-Hameaux. Jacques Brel, oui. Et puis aussi avec le réseau, avec des collègues. On est un groupe de 12-15 personnes à travailler très régulièrement. On se voit toutes les 6-8 semaines. Et il y a une vraie grosse émulation, notamment au niveau des suivis, des bandes dessinées, sur le niveau éditorial. Beaucoup de choses. Et c'est un groupe qui marche très très bien et qui contribue à faire avancer vraiment ce fonds avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que BD 9e art, c'est un art qui attire de plus en plus, en fait, les lecteurs, et on peut faire passer différents messages, notamment des messages historiques, on avait fait tout un sujet là-dessus. Donc justement, du 13 au 30 janvier, la BD dans tous ses états, ce sera sur l'ensemble des réseaux, des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Il y aura différents ateliers, des expositions, expliquez-nous. Alors, l'idée depuis plusieurs années maintenant à Saint-Quentin, c'est effectivement sur cette période de janvier de proposer à nos adhérents tout un tas d'animations dans les différents sites du réseau. Alors ça peut être des conférences, ça peut être des expositions, ça peut être des auteurs qui viennent partager leur passion, notamment par des ateliers. Alors on a des ateliers manga, on a des ateliers comics. On a aussi cette année, notamment chez moi, mais aussi au 7 mars, un caricaturiste qui va venir pour venir sur la BD humour, qui est généralement un peu mis de côté. Voilà. Tout un tas de choses. Alors justement, parmi ces nombreux événements, vous pouvez également retrouver l'exposition Alfred, présentée actuellement au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux jusqu'au 30 janvier prochain. Fauve d'or au dernier festival d'Angoulême 2013, Alfred est un auteur de bande dessinée totalement autodidacte. Artiste complet, il pratique la bande dessinée, l'illustration, l'adaptation de romans, pochettes de disques et dessins satiriques en utilisant une large palette de matériel, pastel, encre, crayon de couleur, acrylique, mais encore aquarelle. Cette expo, elle répond à une attente vraiment particulière, c'est-à-dire que depuis maintenant 1 an et demi, le choix des artistes a été confié à un petit groupe de professeurs du conservatoire. Et il y a vraiment cette volonté de présenter une exposition de toutes les disciplines qu'on va pouvoir enseigner. On a eu à peu près 600 élèves en bande dessinée depuis ces 20 dernières années. On avait vraiment à cœur de présenter un travail de grande qualité. Donc ça, je pense qu'il faut... Alors Julien Omnes, parmi justement toute cette diversité d'événements, il y a également des événements scolaires. Oui. Et vous vouliez nous parler d'une manifestation en particulier. Oui, on travaille cette année avec 4 équipements scolaires sur Saint-Quentin en Yvelines. L'idée étant de faire venir chez eux un auteur, Nicolas Desrues, qui est un jeune auteur qui se lance, qui est bourré de talent, qui d'ailleurs va être chez nous au Canal pendant cette période. Et donc on l'emmène avec nous dans les classes, on fait travailler les enfants sur des bandes dessinées. C'est un projet qui est assez lourd, qui est très pédagogique et qui, j'en suis persuadé, va continuer à grandir et à apporter beaucoup de choses aux enfants. Voilà. Julien Omnes, merci d'avoir été avec nous en plateau aujourd'hui. Et je rappelle que la BD dans tous ses états s'est organisée sur l'ensemble du réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. C'est jusqu'au 31 janvier prochain. Toutes les informations sur le site qui s'affiche à l'écran. Théâtre maintenant, Pierrot Lunaire de Schoenberg ne cesse de fasciner et susciter la créativité des artistes. Cette œuvre musicale de 1912 prend cette fois vie au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines à l'aide d'un ensemble de marionnettes japonaises. La première représentation de ce spectacle de création sera samedi 16 janvier. Dans une maison de thé au Japon, Pierrot est amoureux de Colombine, la belle geisha. Mais par crainte du terrible Cassandre, ils ne peuvent s'aimer qu'en cachette. Pierrot Lunaire de Schoenberg est une œuvre musicale composée en 1912. Elle est revisitée au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines samedi 16 janvier. L'âme du spectacle, essentiellement, et tout d'abord, c'est la musique, celle de Schoenberg, Arnold Schoenberg, Pierrot Lunaire, une œuvre fabuleuse, écrite en 1912, et qui garde encore tout son mystère, toute sa modernité. On n'a pas fini de l'explorer, on va dire, émotionnellement, artistiquement, dans son exécution. Voilà. La nouveauté, c'est la dramaturgie, c'est l'ajout d'une histoire et de sa représentation par des marionnettes de type bunraku, c'est-à-dire des marionnettes japonaises, dans une scéno japonaise. Pour donner forme vivante à cette œuvre, 4 marionnettes japonaises du théâtre Bunraku s'animeront au premier plan, guidées chacune par 3 marionnettistes. Un travail de coordination pour arriver à donner 2 concerts, un même souffle à la marionnette. Les qualités pour être de bons marionnettistes, c'est avant tout, je pense, d'être comédien, c'est-à-dire de savoir cerner un personnage,
c'est-à-dire de pouvoir entrevoir tout ce que le personnage peut faire en réponse à ses partenaires, aussi d'avoir un excellent entraînement physique pour, lorsqu'on est 3 sur une même marionnette, avoir la même respiration et transmettre la même émotion de concert sur un même corps qu'on anime. Au deuxième plan, les musiciens et la chanteuse servent de fil directeur à la narration du conte de Pierrot, formé par un ensemble de 21 poèmes allemands. L'instrumentation est singulière avec l'utilisation du Sprechgesang. Le Sprechgesang, c'est donc effectivement une façon de déclamer le texte qui est un peu chanté, mais pas tout à fait. Schoenberg avait inscrit des hauteurs de notes, mais il ne s'agit surtout pas de le chanter. Initialement, c'était une commande pour une grande amie à lui, une certaine Madame Zemer, qui avait l'habitude de réciter des poèmes accompagnés par un piano. Donc Schoenberg a accédé à sa demande et a donc créé cette longue histoire avec cette difficulté, effectivement, du Sprechgesang, où il faut dire sans chanter et chanter sans dire. Un spectacle de création qui conjugue expressionnisme allemand et poésie japonaise à découvrir pour sa première au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines le samedi 16 janvier. Et place maintenant au 7e art. En plateau avec moi, Xavier Seignaud, auteur, réalisateur et professeur de français. Bonsoir. Bonsoir. Jérémy Chauveau, vous êtes acteur. Bonsoir. Et Vincent Gros, vous êtes co-scénariste. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous les trois. Xavier Seignaud, vous réalisez, vous avez récupéré les fonds, les financements privés pour réaliser votre deuxième long métrage qui s'appelle Némésis. C'est un thriller, c'est votre premier thriller axé autour de questionnements autour du monde de la justice, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu davantage ce lourd projet qui vous tient tant à cœur? Alors, en fait, après avoir fait mon premier film il y a 3 ans, avec Jérémy Chauveau dedans d'ailleurs, qui était très amateur le premier, mais on a essayé de faire vraiment le mieux possible. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plus d'aide, de financement, de personnes qui ont rejoint mon deuxième projet. Et j'ai écrit un roman, je suis en train d'écrire, qui s'appelle Némésis, et qui effectivement traite de la question de la justice, un peu un policier, un thriller policier. Et je me suis dit que ça ferait un parfait film, avec pas mal d'ingrédients, du suspense, de l'action, de l'attention, de la réflexion, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être super de se lancer dedans. Et puis là, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Alors Vincent, justement, est-ce que le scénario s'inspire du contexte social ? Oui, exactement, puisque justement aujourd'hui, justement à notre époque où la justice, on se pose des questions sur la justice, est-elle bien faite, est-elle juste? Là, on a un personnage dans notre histoire qui justement se pose ces questions-là et se pose en acteur de cette justice en essayant de faire justice lui-même. Et justement, voilà, il se rend compte que c'est pas si simple que ça. Alors Xavier, je le disais, vous avez dû en fait faire appel aux donations des généreuses personnes et faire appel à des financements privés parce que de nos jours, les cinémas, une production, c'est compliqué. Ah oui, pour faire un film, il faut quand même pas mal de moyens, de fonds, de matériel, il faut pouvoir réserver des lieux, etc. Donc oui, c'est assez compliqué. On a validé notre première... on a fait un dossier de subvention participative par Internet. Donc là, il a été validé. On a réussi à atteindre l'objectif. On a obtenu 3400 et quelques en 2 mois, donc c'est super. Et là, on va essayer de viser d'autres types de subventions pour compléter. Le but serait d'arriver à 12 000. Si on avait 12 000, on pourrait faire vraiment tout ce que je voudrais, ce serait vraiment top. Donc là, ce financement, ça couvre à la fois la pré-production, à la fois le matériel, pour le tournage, la rémunération des acteurs. La rémunération des acteurs, on verra dans un deuxième temps. Jérémy qui dit non. Ouais. C'est vrai que c'est... Alors, ce qui est super, c'est qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui sont mobilisées pour mon projet, à la fois des amateurs, mais aussi des professionnels, et tous, pour l'instant, travaillent bénévolement. Et après, on verra dans un deuxième temps, en fonction de l'impact du film, les retours qu'il pourra y avoir pour toute l'équipe. Alors, Jérémy, vous êtes acteur pour ce film, donc c'est un engagement humain, un engagement artistique qui vous a donné envie de participer au projet. C'est surtout humain. En fait, on avait fait le premier film ensemble et on s'était éclaté. Donc c'est pour ça que j'ai accepté, que j'ai passé les castings et
du coup, qu'il a accepté de me prendre. Mais ouais, puis artistique, ouais, c'est quand même sympa de faire un film, quoi. Je me dis, à l'âge que j'ai, c'est cool de pouvoir participer à un projet comme ça, quoi. Alors, au-delà d'être agréable pour l'esprit collectif, est-ce que dans le scénario, est-ce que dans l'écriture, il y avait quelque chose auquel vous étiez particulièrement sensible? Ouais, je trouve que c'est vraiment sympa. Déjà, comme idée, le film, le scénario que j'ai vu. C'est le thème qui vous touche? Mais il me touche pas particulièrement. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est le fait déjà de suivre Xavier dans ce truc-là. Je pense qu'il m'aurait proposé, pas n'importe quel film, mais beaucoup de films, j'aurais accepté. Il y a une vraie confiance professionnelle. Ouais, clairement, c'est un plaisir. Et puis en plus, ouais, le film me plaît. Je trouve qu'il est vraiment sympa et je trouve que ça change un peu de ce qu'on voit tous les jours. Il y a un petit peu plus de réflexion, ça va un peu plus loin que juste un film policier ou un thriller. Ça va plus loin que tout ça et c'est ça qui m'a plu vraiment. Au-delà de l'intrigue, Xavier, il y a une forme de critique, une forme de dénonciation qui est mise en lumière? Exact. Alors moi, parce que je suis aussi romancier à côté, et c'est vrai que toutes mes formes d'histoire, romans ou films, j'aime beaucoup effectivement qu'il y ait de l'action, du suspense, de la tension, essayer de tenir le spectateur ou le lecteur en haleine, etc. Mais j'aime bien que ce soit pas gratuit en fait, même quand il y a de l'action, quand il y a de la violence, etc. Je veux pas que ce soit gratuit. Derrière, il y a souvent une réflexion. Et c'est vrai que dans Nemesis, il y a quand même beaucoup de scènes qui ont été écrites à l'image de quelque chose, à l'image de quelque chose qui s'est passé en France, à l'image d'une certaine justice, etc. Et derrière, il y a quand même un message sur pas mal de scènes, etc. Oui, il y a un message pour les spectateurs qui voudront aller plus loin que la simple lecture du film, pour aller plus loin effectivement dans la lecture. Alors Xavier, vous êtes Villepreusien, mais vous avez également décidé avec votre équipe de tourner le film sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors il y aura Trappes, il y aura Plaisir, il y aura Villepreux. Pourquoi ce lieu de tournage, Vincent ? À vrai dire, parce que d'abord, avant tout, c'est un environnement qui convient à tout le monde, étant donné qu'on est tous du coin, en fait, à la base. Et puis, on a fait des repérages dans le coin, en fait, avec des lieux qui nous conviennent pour tourner. Alors après, on ne dit pas qu'on va tourner toutes les scènes dans le coin. Il y a peut-être des scènes qu'on exportera. Pour certaines scènes. Voilà, principalement Paris. Au niveau de l'architecture, c'est un territoire qui est intéressant ? Tout à fait, oui, parce qu'il y a un peu de tout dans le coin. On a de la forêt, on a de la ville, on a un peu tout ce qu'on voudrait avoir, quoi. Alors je vais vous présenter également un autre réalisateur, Julien Seri, qui lui aussi a opté pour son dernier film, Nightfare, justement, qui a choisi Saint-Quentin-en-Yvelines comme territoire. On le regarde tout de suite. Il est temps de parler cinéma. À présent, nous recevons ce soir en plateau Julien Seri. Bonsoir. Julien Seri, merci d'avoir accepté notre invitation. Normal. Alors, vous êtes le fondateur de la société Daigoro Film. Vous avez en grande partie écrit et réalisé Yamakasi, Les Fils du Vent, ou encore Scorpion avec Loïs Cornillac. Vous êtes ici pour nous parler de votre film Nightfare, qui est sorti en avant-première hier. Exactement. Alors, si je résume l'histoire, c'est l'histoire de deux amis qui rentrent en taxi de Paris un soir et décident de faire un taxi basket, donc de ne pas payer la course. Mais le chauffeur, lui, va les poursuivre et pas forcément pour l'argent. On en parle tout de suite après cet extrait. Yo, Chris. Long time no see, huh? I'm gonna give you a hell of a buzz. Ici, c'est Paris! Come on, dude. Where the fuck are you going, man? To the hotel. I'll get a taxi. And we'll pay a visit to my friend in my neighborhood. After party. Là, c'est très bien, monsieur, on va descendre là. Chris, let's go! Merci pour la course, hein! Garde la monnaie, mon gars! You haven't changed one bit, have you? Why you just pay the man? Why you playing the big gangster? Oh, putain. Shit, is that him? I don't know, man. Putain, il va pas me casser les couilles pour 50 balles, lui. Je crois que votre carrosse est arrivé, les mecs. Vas-y, dégage, là! C'est ça que tu veux, enculé? Va viens le chercher, là! Alors Julien Seri, nous l'avons vu, c'est un film d'action, mais c'est aussi un peu un film d'auteur. Il a été tourné en seulement quelques semaines à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a choisi Saint-Quentin, en fait, Paul Mignot, l'un des coproducteurs, a grandi ici. Et sa maman vit encore ici, Chantal Mignot. Et donc, un soir, Paul me dit, mais écoute, ce que tu me racontes du film, il faut que je t'emmène à Saint-Quentin. Donc on est venu en repérage une nuit, et j'ai trouvé la ville assez incroyable, visuellement, très très riche, avec des décors déjà mis en lumière. C'est vraiment votre fanbase un peu, si on peut dire, qui a participé au film, où vraiment il y a des gens, des autres peut-être des autres auteurs ou du monde du cinéma qui se sont dit on s'implique parce qu'on veut que Julien Seri continue à faire des films. Alors c'est vrai que j'ai ma fanbase, entre guillemets, qui était vraiment présente, mais c'est vrai que j'ai aussi reçu l'aide de grands metteurs en scène,
comme Jean-François Richet, Mathieu Kassovitz, Yann Kounen, Bruno Aveillant, Xavier Jans, Fred Cavaillé, Florent Emilio Siri et plein d'autres, Fred Tellier et plein d'autres, qui m'ont tous soutenu dans cette démarche de cinéma en fait. Ils m'ont dit, c'est la première fois, je pense que c'est assez historique, que autant de metteurs en scène, entre guillemets, meilleurs que moi, meilleurs qu'un metteur en scène, viennent le soutenir pour faire son film. Et même certains ont mis de l'argent dans le film. Alors Djamel Boubaker vient de nous rejoindre en plateau, il était bloqué dans les transports. Djamel Boubaker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur dans le futur film Némésis et vous allez interpréter le rôle d'un petit voyou surnommé le requin. Comment est-ce que vous allez vous préparer justement à ce rôle? Comme travail, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis moi-même comédien à côté, donc c'est surtout de l'apprentissage du texte, le jeu de rôle, tout ce qui est expression, ce qui est très important pour tous les comédiens. Comment est-ce que vous faites pour vous imprégner du rôle? Tout simplement, moi j'ai déjà une formation théâtrale assez poussée sur Paris pendant plusieurs années, et c'est ça qui m'a permis d'apprendre le métier. J'ai notamment fait une masterclass il y a 2 ans. Mais est-ce qu'il y a des techniques particulières pour vraiment s'inspirer de l'esprit d'un rôle? Là, par exemple, c'est le rôle d'un voyou. Est-ce qu'il y a des techniques pour se plonger vraiment dans le rôle ou pas? Le rôle d'un voyou, on arrive... qu'est-ce que t'as un problème? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Tout de suite, il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vraiment jouer l'expression à fond pour être le plus crédible devant une caméra. C'est ce qu'ils font, quand vous allez voir un film au cinéma, c'est ce qu'ils font les acteurs qui vous font pleurer ou qui vous font rire, c'est qu'ils arrivent à sortir des émotions. C'est vrai que des fois c'est assez difficile, mais c'est la qualité qu'ils ont de faire sortir des émotions, comme certains films qu'on a vus, je sais pas, ce qui me vient à l'esprit comme Intouchable ou quoi que ce soit, où les mecs ils arrivent vraiment à sortir, alors qu'ils apprennent que du texte, tout est écrit à l'avance, ils improvisent rien du tout, c'est que du texte, mais ils arrivent à sortir une émotion, et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, c'est plus que ce qu'on croit. Alors beaucoup de travail, c'est ce qui attend les acteurs, c'est également ce qui vous attend. Tous les deux, justement, les futurs projets, les prochaines étapes de Némésis, quelles sont-elles? Moi, avant le tournage, je compte, justement pour que chaque acteur s'imprègne vraiment de leur personnage, je compte les voir en amont plusieurs fois pour qu'on travaille vraiment le personnage avant de travailler les scènes en fait. La diction, la manière de se comporter, la gestuelle, la manière de penser, etc. Je veux vraiment que les acteurs s'imprègnent du personnage. Donc je vais les voir, tiens, Jérémy, je le vois samedi qui arrive, on va sans caméra, sans filmer, on va déjà commencer à comment il voit le personnage de Jack, le personnage qui joue Jack, comment il le voit, comment il se comporte, comment il parle, etc. Et donc tous les acteurs, je vais essayer de les voir, principaux, je vais tous les voir, on va travailler en amont pendant 1 ou 2 mois avant le tournage en fait. Voilà, donc ça c'est pour la partie artistique, et puis pour la partie plus administrative, on va continuer à chercher des fonds pour le film. Très bien, je crois que le message est passé. C'est un film qui, normalement, si tout se passe bien, sortira en 2017 en salle. On espère. Je vous le souhaite. Xavier Seigneau, Djamel Boubaker, Jérémy Chauveau et Vincent Gros, merci à vous 4 d'avoir été en plateau et bonne chance alors pour ce futur projet Némésis qui sortira, si tout va bien, en salle en 2017. On poursuit notre rubrique cinéma avec vos réactions sur les nouveautés à l'affiche de cette semaine au micro de Fanny Bourdillon. Ça m'a beaucoup plu comme film parce que c'est un sujet qui était très tabou à l'époque, début des années 50. Heureusement, les choses ont changé. Mais je ne pense pas que c'est un film pour tout le monde. Très émouvant. Ouais, c'est un film très très beau. Et on se demande, bon, c'était l'époque, c'était comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont raté leur vie parce qu'il y avait des interdits. Et voilà, quoi. Il retrace vraiment le début de Rocky Balboa, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4. Il y a vraiment cet attachement entre l'acteur principal et Rocky en question. C'est bien filmé en fait, il y a beaucoup de plans séquences qui sont super intéressants dans les scènes de boxe. Et c'est super intensif en fait, on est scotché pendant tout le film. Il y a des moments de franche rigolade, oui. Et puis c'est assez dur aussi de voir la dureté de ce milieu, quoi. Même si c'est une satire. La date de l'espace noiré des clés sous bois qui vous donne son coup de cœur. Cette semaine, notre coup de cœur est le film Au-delà des montagnes, réalisé par Jia Zhangqi. Chine, fin 99. Tao, une jeune fille de Fenyang, est courtisée par ses 2 amis d'enfance, Zhang et Lianzi. Zhang, propriétaire d'une station-service, se destine à un avenir prometteur
tandis que Liang travaille dans une mine à charbon. Le cœur entre les deux hommes, Tao va devoir faire un choix qui scellera le reste de sa vie et celle de son futur fils, Dollar. De l'histoire, des sentiments forts, le temps qui passe et des personnages qui vieillissent, le réalisateur entraîne le spectateur dans les mailles de sa toile d'araignée de maître de cinéma. Mais le plus surprenant face à son cinéma, c'est qu'il ne nous exclut jamais. On est happé dans son monde de fiction. Le spectateur éprouvera le plaisir de se laisser emporter dans un drame profondément humain. Avec ce film, retenu en compétition lors du dernier festival de Cannes, le réalisateur signe un grand mélodrame d'une ampleur sidérante qui bouleverse le regard et le cœur. Jia Zhangqi, cinéaste de la mémoire et de l'oubli, livre une œuvre majeure. Le film emmène le spectateur vers des cimes d'émotion. Au-delà des montagnes est proposé cette semaine en version originale et est à découvrir à l'espace Philippe Noiret. Et c'est déjà la fin du kiosque, émission à voir et à revoir sur notre site internet. Très bonne soirée à tous.